la Renault Dauphine, une voiture encore extrêmement populaire et qui ravive de nombreux souvenirs chez les Français. Il faut dire qu'avec plus de 2 millions d'exemplaires fabriqués, presque toutes les familles de France ont eu une personne possesseur de la ravissante descendante de la 4 chevaux. Elle fut la première vraie berline économique et put faire rêver tous les jeunes pilotes de son temps, comme Monsieur Condrier, Henri Pescarolo ou Monsieur Andruet avec son modèle 1093. Revenons sur l'histoire de la création d'une des plus célèbres voitures françaises. Le projet 109. Le projet originel de la Dauphine remonte à février 1949, au cours d'une conversation dans un restaurant entre le PDG de la régie Renault, Pierre Lefaucheux, et le directeur des études Fernand Picard. Pierre Lefaucheux estime que la 4 chevaux a tout à fait sa place dans le contexte d'après-guerre, mais que tôt ou tard, elle ne satisfera plus les consommateurs français, dont le niveau de vie croît chaque année. Il est donc nécessaire de lancer l'étude d'une nouvelle voiture destinée à remplacer la 4 chevaux. Il souhaite que la voiture reprenne le maximum d'éléments de la 4 chevaux afin de limiter les coûts de conception et de fabrication. Le problème, c'est que les chiffres de commande de la 4 chevaux sont encore très importants, et il est impensable pour la régie de penser à la remplacer. Effectivement, la 4 chevaux convient notamment aux tout nouveaux venus à l'automobile, puisque 50% des clients viennent juste de passer leur permis. Une nouvelle voiture doit donc entrer en production pour les clients qui souhaitent une voiture plus grande que la 4 chevaux, mais sans être en mesure d'envisager l'achat d'une frégate. La production en grande série d'une automobile nécessite la mise en place d'un outillage important, dont il faut prévoir le financement et l'amortissement. Ainsi, la décision de produire un nouveau modèle est-elle longuement réfléchie et élaborée à travers de plusieurs prototypes, sondages, etc. En 1951, Renault commande des études et sondages qui parlent d'eux-mêmes. Pourquoi achète-t-on une telle voiture plutôt qu'une autre? La notion de prix vient au premier rang. Puis après avoir éliminé toutes les voitures qui ne correspondent pas au budget du client, le choix se fait pour la consommation la plus réduite et la plus grande habitabilité. Les performances n'entrent pas du tout en ligne de compte. Effectivement, il faut dire qu'en roulant à 100 km/h à l'époque, on dépasse déjà 95% des voitures. Sur le sondage effectué par Renault, 77% des Français se contentent d'une vitesse plafond de 110 km/h. Et chez les ouvriers, 50% se contentent d'une vitesse de 85 à 90 km/h. Il y a donc une place à prendre pour une voiture de 4 places, marchant à 115 km/h et consommant moins de 7 litres au 100. Le 28 janvier 1950, l'existence du projet 109 est dévoilée. Le coup d'envoi est donné. Les conclusions de la direction commerciale et de la direction des études sont claires. Outre la nécessité de cette nouvelle voiture, il faudra 5 années pour mettre à terme la création et la fabrication du nouveau modèle. Une petite équipe est constituée dans le plus grand secret avant 1950 pour démarrer le projet. Un nouveau dossier s'ouvre au sein du bureau d'études. Un chiffre l'identifiera provisoirement. 109. Les stylistes se mettent au travail, avec comme contrainte d'utiliser les éléments de la 4 chevaux 4 places, 4 portes, un vaste coffre à bagages, le maximum de facilité d'entretien et un prix de revient aussi bas que possible. Le patron du style, Robert Barthaud, dessine les premières formes, tandis que le directeur des études essai teste l'endurance du moteur de la 4 chevaux en gonflant au maximum de sa puissance. Très vite, le responsable des études tôleries, Marcel Tauvernon, réalise qu'il est impossible d'élaborer une voiture plus spacieuse sur la plateforme de la 4 chevaux. La petite équipe ne pouvant plus concevoir seule une voiture totalement nouvelle, l'équipe s'agrandit en juillet 1951. Une première matérialisation du projet 109 prend alors vie sous forme d'une maquette en pâte plastique à l'échelle 1/8. Travail difficile pour le bureau d'études et les stylistes, car dans 5 ans, la ligne générale de la voiture ne devra pas être démodée. Une fois la maquette réalisée, les tests de soufflerie prennent le relais. Les défauts vus lors des essais en soufflerie corrigés, on peut maintenant passer à une matérialisation à l'échelle 1 de la nouvelle voiture. Cette maquette en plâtre va alors servir aux retouches nécessaires aux commodités de fabrication, à l'esthétique ou encore à l'encombrement de la mécanique. Dans le même temps, des essais de postes de conduite ou de siège se font sur une maquette spéciale en bois, avec le concours du médecin attaché à la direction des études de recherche, spécialiste des questions de sécurité. On détermine ainsi la disposition du tableau de bord, du volant, de la colonne de direction et des autres éléments. Des compagnons hôteliers se mettent alors en œuvre pour créer le premier prototype en tôle. Le prototype terminé, une année s'est déjà écoulée. À quelques exceptions près, les lignes de la future Dauphine sont déjà là, même s'il existe de nombreuses différences avec le modèle définitif, notamment au niveau de l'aspect extérieur. Effectivement, on peut noter que sur le prototype, le remplissage d'eau se trouve sous la lunette arrière à droite.
La roue de secours est encore verticale dans le coffre avant comme sur les 4 chevaux, et le moteur est issu de la 4 chevaux et est à peine amélioré, soit à 748 cm3. Le 24 juillet 1952, ce premier prototype immatriculé 9996 BC75, appelé 109.1, quitte le centre technique de la régie. À Rueil, à bord d'un galion pour effectuer ses premiers kilomètres dans la nuit sur la piste secrète de l'Hardy, près d'Arpajon, au sud de Paris. Le moteur est poussé de 22 à 28 chevaux pour compenser l'embonpoint de 160 kg. 10 puis 20 autres 109 prendront alors le relais tournant jour et nuit sur les pistes d'essai Renault. Pendant ce temps, on ne chôme pas dans les laboratoires. Multitude d'appareils vont observer les pièces des prototypes qui ont tourné, décelant les failles dans les métaux, la mauvaise qualité de fabrication. Mais on va aussi torturer ces mêmes pièces, les tordre, les faire vibrer, les fabrer, etc. On analyse les disques enregistrés avec un magnétophone dans les prototypes 109 dans une chambre insonorisée. Toutes ces recherches permettent de modifier les pièces et de commencer les types de fabrication des machines qui vont les produire. Le 1er octobre 1952, l'Autojournal fait sa une avec 2 photos des premiers prototypes. En juin 1953, Pierre Lefaucheux décide de consulter le carrossier italien Ghia et son styliste Luigi Sergri afin de modifier la carrosserie arrière, notamment les ailes et la découpe pour canaliser l'air vers le radiateur arrière. Les capots avant et arrière ainsi que la planche de bord seront également modifiés. 2 prototypes reviennent alors à Billancourt le 30 juillet 1953. À partir du mois d'août 1953, est l'occasion de tester le prototype 109.3 hors de France. Il sera testé dans la Norvège, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, etc. Chaque environnement aide à placer la 109 dans des situations extrêmes. Les essais sur route de montagne permettent notamment de contrôler la résistance de la mécanique, le bon détachement des vitesses, le refroidissement du moteur et la résistance des freins. Le cercle polaire permet d'éprouver la résistance de la Dauphine au froid, à la neige et à la boue. Les petites rues siciliennes permettent de tester les trains avant et arrière. Le passage des gués en Yougoslavie permet de tester l'étanchéité et la suspension. 2 millions de kilomètres auront finalement été parcourus sur toutes les routes d'Europe, ainsi qu'1 million sur la piste de l'Hardy. Pour pallier la faiblesse du moteur, la première décision sera de passer la cylindrée du moteur de 748 cm3 à 845 cm3, en augmentant l'alésage à 58 mm. La puissance fiscale passe alors de 4 à 5 chevaux. Les autres améliorations concerneront l'étanchéité à la poussière et l'ajout d'un 4e rapport. La décision de produire le projet 109 est alors prise le 6 janvier 1954. Hélas, Pierre Lefaucheux ne verra pas la commercialisation de son projet. Il meurt en février 1955 dans un accident de voiture. Pierre Dreyfus est donc nommé par le gouvernement français pour lui succéder. C'est lui qui achèvera le projet 109 et lancera la Dauphine fin 1955.